Bonjour à tous et bienvenue. Floriane, enchantée. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, bonjour. Bonjour Floriane, c'est parfait. Donc vous devez bien m'entendre, hein. Le webinaire va bientôt commencer, il est 11h59. Je vois que vous êtes déjà 42 participants. Ça ne devrait pas tarder à arriver. Si vous le voulez bien, on va attendre peut-être une ou deux petites minutes. Je vois que tout le monde est en train de se connecter, me dit bonjour. Je connais déjà des noms. Bonjour. Je viens vous prendre pendant votre pause déjeuner, alors que maintenant les restaurants sont ouverts. Voilà, mais bon, on va essayer de passer une petite heure ensemble. Alors, normalement, vous devez voir mon écran. Est-ce que quelqu'un peut me le confirmer? Oui? Non? Oui, c'est bon? Merci, Julien. C'est parfait. Alors, je vais juste vous demander un tout petit instant parce que moi, il faut que je mette converser comme ça. Participants, c'est parfait. C'est les petits problèmes techniques, enfin les petits aléas techniques. Donc, si vous voyez bien mon écran, il est midi. Je vais pouvoir me présenter, même si je reconnais certains noms quand même, et vous expliquer un petit peu les modalités de cette formation. Alors, déjà, avant toute chose, voilà, j'espère que vous allez tous bien avec cette chaleur qui commence. On est passé directement de l'hiver à l'été. Ici à Bordeaux, il fait une trentaine de degrés, ce qui fait qu'il fait vraiment très très chaud. Et je vous avoue que sans climatiseur, on commence à transpirer un petit peu. Mais l'avantage, c'est que vous n'avez pas l'odeur, donc tout va bien. Et puis on est des femmes globalement, donc on ne sent pas mauvais. Bon, trêve de plaisanterie. Alors aujourd'hui, on va parler de valoriser son image sur Internet. Comme d'habitude, c'est une formation qui sera éligible DDA. Pour cela, donc nous, on vous enverra votre attestation, à condition bien évidemment que vous participiez à la formation dans son ensemble. Donc on a les heures de connexion, ce qui nous permet en fait de pouvoir valider une heure à partir du moment où vous restez bien connecté tout au long de la formation. Sinon, vous comprendrez qu'on ne peut pas valider cette heure de formation. On va vous envoyer, suite à la formation, dans la semaine, votre attestation de formation. Cette attestation à conserver, bien évidemment, de sorte, en cas de contrôle, à pouvoir, montrer que vous avez bien validé cette formation, qui est donc éligible DDA. Je vois que le nombre de participants semble ne pas trop augmenter. On est 46 ce midi. Il y avait un peu plus d'inscrits, mais peut-être que les gens ont été soumis à l'appel des terrasses, chose que je peux comprendre. Une petite bière en bord de mer, ce serait quand même idéal. Mais aujourd'hui, on va donc parler d'Internet. On va parler de votre participation ou votre présence plutôt sur Internet, sur les réseaux sociaux, via votre site Internet, de sorte aussi à pouvoir valoriser votre image, parce qu'aujourd'hui, on est tous plus ou moins connectés, la preuve encore avec ce webinaire. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Floriane, je suis donc directrice de l'organisme Peritus Formation. J'interviens dans le cadre de mon partenariat avec Netvox concernant les formations DDA qui sont donc, je vous le rappelle, obligatoires pour toutes les personnes distribuant de l'assurance au sens large. Vous avez 15 heures de formation par personne, que ce soit pour le salarié ou pour le travailleur non salarié, le gérant du cabinet de courtage, qui interviendrait dans le cadre soit de la commercialisation du contrat ou dans le conseil en fait qui serait lié au contrat. Donc tout ceci en fait concerne bien évidemment vos obligations de formation. Je le rappelle puisque je vois que les participants sont en train d'arriver progressivement. Pour cela, vous êtes obligés entre guillemets de passer une heure avec moi. Cette heure-là, même si pour le moment je parle un peu toute seule, vous avez la possibilité dans l'onglet Converser, je vois déjà des bonjours, des petits échanges. Dans l'onglet Converser, n'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à interagir avec moi. C'est toujours un exercice un peu particulier, le webinaire, où on se retrouve tout seul face à un écran. En plus de ça, je vois mon visage, donc c'est toujours un peu perturbant. Et moi, j'aime beaucoup les webinaires à partir du moment où on peut communiquer ensemble justement avec ce petit onglet Converser. Donc n'hésitez pas, je répondrai aux questions. En général, j'y réponds à peu près au fur et à mesure. Ça permet un petit peu de casser le rythme. Et puis voilà. Donc votre attestation de formation, vous la recevrez dans la semaine, le temps qu'on puisse faire le point sur les différents participants. Le cas échéant, n'hésitez pas à revenir vers moi. La condition, c'est bien évidemment que vous restiez une heure avec moi. Il vous reste précisément 56 minutes. On avance. Alors, pour ceux, donc là, on est 52 participants, on va pouvoir commencer. On va donc parler de l'image sur Internet. L'image sur Internet, pourquoi? Parce qu'on se rend compte quand même
qu'il y a plusieurs thématiques à voir en ce qui concerne l'image que l'on peut avoir sur Internet. Déjà, la première chose, la première question que je vais vous poser, et ça, ce sera une question qui sera plus ou moins ouverte. À votre avis, pourquoi il faut être présent sur Internet? On en parlera tout à l'heure. Quels outils existent? Vous en connaissez la plupart, on les connaît tous. Maintenant, quels outils aussi vont être adaptés en fonction de la cible de ma clientèle? Si j'ai une clientèle plutôt B2B ou B2C, on va peut-être utiliser des cibles différentes. Comment je dois proposer du contenu pertinent et surtout, quelles sont les précautions à prendre? Là, je vais parler de précautions notamment réglementaires et légales parce que c'est vrai que moi-même qui me promène un petit peu sur Internet, sur vos différents sites, notamment quand nous avons des interactions, j'ai tendance un petit peu à regarder les différents outils que vous avez mis à disposition, que ce soit votre site Internet, vos réseaux sociaux, et souvent, je vois qu'il manque des petites choses que la CPR pourrait aussi remarquer parce que n'oublions pas que la CPR a bien évidemment une mission de contrôle et que cette mission de contrôle, si elle peut s'effectuer bien évidemment sur des missions de contrôle sur pièce ou sur place après notification de contrôle, la CPR fait de la veille aussi et on se rend compte que de nombreux courtiers oublient quelques petites mentions légales sur leur site internet qui sont liées à la CPR mais aussi aux exigences concernant le RGPD, c'est-à-dire concernant la protection des données personnelles. Internet, c'est important. Je pense qu'on a tous l'usage d'Internet au quotidien. Moi, la première, je ne suis plus capable aujourd'hui de me déplacer sans mon téléphone portable. Pourquoi? Parce que mon téléphone portable contient un GPS et que bien évidemment, sans GPS, surtout quand on confond sa gauche et sa droite, on a toujours un peu de difficulté à s'orienter. Puis je suis une femme, alors bon, à ce qui paraît, j'ai des difficultés supplémentaires. Toujours est-il qu'aujourd'hui, quand on regarde un petit peu les chiffres de l'usage des réseaux sociaux et d'Internet en France, bien évidemment, on est dans une hyperconnectivité, une hyperconnexion. Tout le monde, ou du moins beaucoup de personnes, à savoir presque 96% l'année dernière, sont possesseurs de smartphones. Les smartphones sont donc des outils qui permettent d'aller sur Internet à tout moment, à tout endroit, sans forcément avoir besoin ni d'une tablette ni d'un ordinateur et sont des outils en fait qui sont connectés en permanence via Wi-Fi, 5G, 4G. Aujourd'hui, vous connaissez tous ces outils-là, de même que 96% presque de la population, ce qui fait qu'en fait, cette population française utilise de plus en plus Internet, que ce soit via un mobile ou via tout simplement un ordinateur ou une tablette. 91% des internautes seraient 91% des Français seraient des internautes, en sachant bien évidemment qu'en fait, ça concerne de ce fait toutes les tranches de la population, que ce soit bien évidemment les plus jeunes, mais aussi certains de nos personnes âgées qui sont de plus en plus connectés. Connectés sur Internet à hauteur de 5 heures, environ 37 par jour. Alors, ce sont des moyennes. Plus on est sur des jeunes, plus les jeunes sont connectés. Les réseaux sociaux sont aussi très utilisés. D'ailleurs, on se rend compte que Facebook est le 3e site Internet consulté en France. On a presque 50 millions d'utilisateurs de ces réseaux sociaux. Donc, la question qu'on peut se poser par rapport à ça, c'est, et je pense qu'elle découle de tout ceci, pourquoi être présent sur Internet? Alors, pour vous faire participer, je pourrais très bien utiliser le petit chat qui est là, mais j'ai envie de vous faire participer via une autre application qui s'appelle Klaxoon, pour ceux qui connaissent ou non. Et pour cela, je vais vous inviter à prendre votre smartphone, justement. Et si vous avez un iPhone, je crois que ça marche aussi sur Android, je vous invite en fait à scanner ce petit QR code ou à prendre en photo ce petit QR code, ou alors taper sur Google klaxoon.com, qui est là, Klaxoo.com, n.com, pardon. On va vous demander un code d'accès, un pseudonyme, en sachant que, attention, aucune de vos données personnelles ne sont gardées puisque vous ne donnez pas de nom, pas d'adresse mail. Donc, vous pouvez vous y connecter sans aucun souci. Et ça va nous permettre tout au long de ce webinaire de pouvoir interagir ensemble à travers des sondages, etc. Donc, je vais vous inviter en fait à vous connecter à travers ce code-là, WSBVABT, ou alors à travers le QR code. Émeric nous dit que ça marche avec le QR code, donc c'est extraordinaire. Je vous donne quelques petites minutes pour cela et restez bien connectés tout au long du webinaire, si possible. Ça nous évitera les petites problématiques de connexion. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais faire une petite capture d'écran parce que par moment,
on me redemande le code, comme ça je l'aurai en permanence. Alors, WSBVABT, on pourrait presque passer un test d'optique avec ça. Et je vais vous lancer une petite activité. Alors, je vois qu'il n'y a que 19 connectés. Donc, je vais peut-être attendre un tout petit instant que les personnes se connectent. 20, c'est en train de se lancer progressivement. Choisissez un pseudonyme de votre choix, peu importe. Hein. Je dirais que votre nom, de toute façon, est totalement confidentiel. L'idée, c'est de pouvoir tout simplement participer sous forme de jeu et rendre le webinaire un peu plus interactif. Je vous invite à vous connecter. J'ai toujours le même nombre d'inscrits. Je regarde si ça augmente progressivement. Est-ce que vous avez des difficultés de connexion, les autres, ou pas particulièrement? 23. OK. Je redonne le code une dernière fois. Je vous invite à vous connecter. Et j'ai l'impression que ça a l'air d'aller. Alors, c'est bon, je pense. C'est parfait. Très bien, merci Tony. Alors, je reprends ma petite présentation et comme je vous le disais tout à l'heure, je vais vous lancer une petite activité, à savoir, selon vous, pourquoi être présent sur Internet? Alors là, vous mettez des petits mots-clés et les mots-clés vont venir s'afficher en fait sur l'écran, ce qui va nous permettre de pouvoir en discuter ensemble. Alors, le code, je vais vous le redonner tout de suite, Didier. Normalement, je l'ai mis en capture d'écran. Hop, hop. Je vais le remettre en attendant. WSBVABT. Voici le code. Vous scannez ou alors vous allez sur klaxoon.com et vous remettez le code que je vais écrire aussi. Ce sera plus simple. Et voilà. Donc, je reprends la chose. Et comme vous le voyez, en fait, vous avez donc des petits mots-clés qui sont en train d'apparaître. Rassurer les clients, l'image, la visibilité, c'est finalement les points qui sont essentiels en ce qui concerne votre présence sur Internet. Internet, comme on l'a dit tout à l'heure, est un formidable moyen de pouvoir se donner une image. Et cette image, bien évidemment, le but de cette visibilité, ça va être rassurer les clients, mais pas que. Pas que. Je vois qu'en fait, des idées sont en train de se remettre aussi. Donc, je pense que vous êtes tous d'accord avec le fait que Internet donne cette visibilité-là, qui a pour but donc de rassurer. Mais vous ne parlez que de clients. Est-ce que vous avez d'autres personnes potentiellement qu'on pourrait rassurer? Je vois rien de nouveau, rien ne semble bouger de manière supplémentaire. Alors, moi, je vais vous donner donc cette idée-là, qui est bien évidemment de rassurer les clients, mais pas que. Quand on disait de rassurer les clients, on avait aussi rassuré les fournisseurs, exactement, Diane. Alors, le but de cette présence sur Internet, on peut considérer qu'elle est plus ou moins triple. Pourquoi triple? Parce que dans un premier temps, cette présence sur Internet nous permet quand même de pouvoir faire connaître notre activité. On le sait, vous le savez en tant que courtier, le monde du courtage est quand même assez obscur pour la plupart des gens. L'assurance fait partie du milieu financier. Ce milieu financier est peu connu. On ne sait pas forcément quel est le rôle d'un courtier. Et pour les clients, à partir du moment où vous avez un site internet ou des pages sur des réseaux sociaux qui nous permettent de pouvoir dévoiler notre activité, dévoiler les produits qu'on distribue, nos méthodes, expliquer ce que c'est qu'un courtier, ça permet quand même de rassurer et d'expliquer et de faire connaître en fait notre activité à l'intégralité de ses clients. Ça fait partie de la communication, tout à fait, Steve. Et en même temps, sans même parler de nos clients, le but aussi, ça va être de rassurer les personnes avec qui on travaille. C'est-à-dire qu'avoir une présence sur Internet, avoir un nom de domaine, ça permet quand même de pouvoir valoriser son image vis-à-vis de nos fournisseurs, vis-à-vis aussi de nos apporteurs d'affaires, des éventuels indicateurs, les éventuels mandataires que vous pourriez vouloir recruter ou avec lesquels, du moins, vous souhaiteriez participer dans votre activité commerciale.
Un salarié ou un futur salarié pourrait se renseigner aussi sur votre activité. Vous pourriez mettre des annonces, notamment de recrutement. Et puis, au moment de l'entretien de recrutement, ça permet quand même de pouvoir, avant toute chose, donner à votre salarié ou à vos futurs salariés des données sur votre historique, sur tout ça. Bien évidemment, Internet permet aussi d'accroître sa visibilité. Alors là-dessus, tout dépend aussi quelle est sa cible de clientèle. Quand je parle de la cible, ce n'est pas forcément la typologie de clientèle, mais plutôt de se dire, est-ce que ma clientèle est plutôt locale? Est-ce que j'ai un impact qui va être régional? Est-ce que j'ai un impact qui va être national? Bien évidemment, là-dessus, je n'ai pas forcément les mêmes envies. En tant que courtier, je peux simplement vouloir me localiser. Quand je dis simplement, c'est sans le côté péjoratif, me localiser sur un marché au niveau local. Et puis aussi, parfois, je peux pouvoir proposer des produits de niche et auquel cas vouloir un impact national. Et le site internet permet de pouvoir avoir à ce moment-là accès à, ou plutôt donner accès à un maximum de personnes. Le but, bien évidemment, c'est d'enrichir sa base de clients. À partir du moment où je suis courtier, je suis un commerçant et je veux de toute façon enrichir ma base de clients. Toujours est-il que mon site internet va me permettre quand même de pouvoir favoriser les leads à travers des onglets contacts ou alors même parfois des petits chat box qui me permettent de pouvoir parler en fait avec les personnes qui pourraient se poser des questions en direct. Dans tous les cas, ça permet de transmettre vos coordonnées et par rapport à tout ceci, c'est important. Alors, vos partenaires aussi pourraient être assurés, donc ça permet encore une fois d'enrichir sa base de clients. Alors, je vois Georges qui me demande, qui me dit qu'il n'arrive pas à se connecter. Ce que je vous propose, Georges, c'est d'aller sur Klaxoon, Klaxoon. Et quand on va vous demander le code d'accès, on va vous dire, vous allez noter WS BVABT. Alors, non, vous devez avoir quelque part code d'accès. Vous revenez en arrière, vous tapez sur Google Klaxoon et normalement, on va vous demander d'entrer un code d'accès quelque part. Sinon, ce n'est pas très grave, vous pouvez bien évidemment participer via ce petit chat. Alors, là, je vais vous reposer une autre question. C'est un sondage. Quelle est votre présence sur Internet? C'est-à-dire, quels outils vous avez déjà mis en place en ce qui concerne votre présence sur Internet? Hop. Encore une fois, je vous invite à y participer. Alors, je vois que Steve nous dit Facebook, donc plutôt des réseaux sociaux. Georges, si vous n'arrivez pas à vous connecter, n'hésitez pas à me laisser votre message sur cet outil-là. Je vois que la barre des participants est en train de monter progressivement. On va attendre un petit peu. Est-ce que vous arrivez à vous connecter, Georges? Donc, Facebook, deuxième personne qui me dit Facebook. Facebook, on le verra, qui est plutôt destiné à un réseau social sur une communication B2C, business to consumer. Ok, alors n'hésitez pas à ce moment-là à parler via ce petit chat, Georges, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problématique particulière, pas d'obligation de participer à Klaxoon, c'est simplement pour rendre les choses un peu plus vivantes, un peu plus dynamiques, pour vous faire participer aussi, parce qu'après tout, je ne dois pas être la seule à vouloir participer. Alors, je vais attendre quelques petits instants, que la progression se fasse, que le maximum de personnes puissent répondre à ce petit sondage. Alors, le code WS, non, S comme Sophie. Je le note là. Conférencier et participant, WSBVABT. Voilà. Le QR code, je peux le remettre aussi. Il suffit de le photographier et normalement, vous devriez pouvoir retrouver tout ceci. Et je me remets sur le petit sondage. Bon, j'attends plus. L'idée, c'est de pouvoir avoir une petite donnée. Alors, 60% des répondants auraient un site internet, 0% de blog. Alors, un blog, ça va plutôt avoir une vision d'information. L'intérêt d'un blog, c'est plutôt se dire, je vais transmettre du contenu d'actualité, du contenu aussi quelque part pédagogique. On peut aussi parler de son actualité personnelle, mais c'est vrai que le but, c'est de pouvoir laisser un ancrage
sur, par exemple, les produits, qu'est-ce que c'est qu'une assurance multirisque habitation, quel est l'intérêt de cette assurance, etc. Là, je vais plutôt vouloir laisser un ancrage, donc j'ai bien conscience que tous les courtiers n'ont pas tout ceci. Une page personnelle Facebook, 30%, page personnelle LinkedIn, 30% aussi, ce qui montre que vous n'êtes pas totalement hyper connecté. Instagram, 10%, Twitter, encore moins, autre, à voir ce que ça peut être. Par contre, finalement, vous avez quasiment comme pour ceux qui ont un site internet, une page professionnelle Facebook, LinkedIn beaucoup moins. LinkedIn, on est sur du B2C, c'est vrai que le rapport est un peu différent. Une page professionnelle Instagram, 10%, et votre présence sur Google, 60%. Ce qui veut dire qu'a priori, sur les personnes qui ont répondu, alors bien évidemment, ce n'est pas forcément significatif de la totalité des courtiers, mais du moins sur les personnes qui ont répondu, on est sur une présence sur Internet qui est à peine supérieure à la moyenne, et ce qui peut laisser dire que vous avez encore quelques progrès à faire. Alors ces progrès-là, on peut les faire sur différents outils. Il existe un certain nombre d'outils que vous connaissez, pour lesquels vous n'avez pas forcément encore, que vous n'avez pas forcément créé. Et puis en plus de ça, la difficulté de la création de ces outils, c'est qu'il faut les actualiser, ces outils, et du coup, parfois, notamment quand on est courtier de proximité, c'est pas toujours simple. Vous pouvez créer un site internet. Alors le site internet va susciter ou va vous obliger à un certain nombre de choses, notamment créer un nom de domaine. Le nom de domaine, souvent, c'est le nom de votre cabinet de courtage. Faire attention à avoir une charte graphique qui va être cohérente. Essayez aussi de faire en sorte que votre site internet soit responsive, c'est-à-dire adaptable en fonction de la taille des écrans. Vous voyez, là, j'ai un écran 27 pouces, mais si je fais diminuer, tout de suite, il va venir s'adapter, ou mon site internet va venir s'adapter, en fait, à la taille de mon écran, qu'il soit sur smartphone ou sur téléphone. On fait attention aussi, bien évidemment, à l'expérience utilisateur, c'est-à-dire que notre propre expérience ou notre propre usage, notre propre connaissance n'est pas forcément celle de la plupart des gens, donc ça, c'est un métier. Et puis, le site internet n'a de vie qu'à partir du moment où il est référencé. Le but du site internet, c'est certes d'augmenter sa crédibilité, mais aussi sa notoriété, et donc à partir de là, de pouvoir être vu. Les réseaux sociaux ont un autre but. Alors, on est vraiment sur la visibilité, mais on doit déjà vous connaître. Ce qui veut dire qu'en fait, le but des réseaux sociaux, ça va être de créer une relation de proximité avec votre cible. Ça peut être avec vos clients, avec vos prospects, avec vos fournisseurs, avec vos partenaires, peu importe. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux, quels qu'ils soient, créent ce rapport de proximité. L'idéal, c'est à partir de là de pouvoir échanger régulièrement, répondre. On verra un petit peu plus en détail les choses. Et puis, troisième type d'outil, vous avez aussi les publicités en ligne. Alors, les publicités en ligne ne sont pas gratuites. Le but de ces publicités, qu'elles soient Facebook, LinkedIn ou alors via Google Ads, c'est-à-dire des liens sponsorisés, ça va être augmenter sa visibilité, accroître bien évidemment le nombre de clients sur notre base de données, notre nombre de clients. Mais là, à ce moment-là, on n'est plus vraiment sur du gratuit, on est sur du payant. Et à partir de là, il faut un budget. Ce budget, bien évidemment, à partir du moment où vous demandez, où vous faites ce genre de publicité, il est calculé en amont, c'est ça qui est plutôt positif. Hein, mais il faut donc avoir ou consacrer plutôt un budget publicité. Et donc là, ça peut être plus ou moins le retour sur investissement peut être plus ou moins grand. Moi, j'ai de nombreux courtiers qui me disent que finalement, dans leur domaine d'activité, ce n'est pas forcément très pertinent, ou du moins ceux qui ont investi m'ont dit que finalement, ils n'ont pas eu plus de retour sur investissement que tout ceci. Concernant le site internet, je vous redonnerai le code tout à l'heure, Nicolas, quand on réutilisera Klaxoon. Concernant le site internet, aujourd'hui, on a la possibilité de le faire tout seul. On a la possibilité de le faire tout seul. Pourquoi? Parce qu'il existe des éditeurs en ligne, notamment via Wix, qui permettent à la fois d'héberger le site internet et puis aussi de pouvoir créer un site internet avec des templates et sans forcément avoir de connaissances en fait dans la création de sites. On peut avoir quelque chose de très propre. On a aussi la possibilité de passer par des systèmes payants avec des templates payantes, avec des outils de ce fait qui sont peut-être qui donnent plus de liberté, mais aussi qui rendent les choses un peu plus compliquées pour quelqu'un qui ne s'y connaîtrait pas. Je pense à WordPress, je pense aussi à des sociétés qui interviennent dans la création de sites internet. Alors, je sais que vous êtes souvent démarché par une société qui s'appelle Solocal,
qui assure apparemment un référencement. Je ne me prononcerai pas plus là-dessus. L'avantage, quand on fait développer un site internet, c'est qu'il n'existe aucune limite technique. Par contre, il faut un budget à prévoir. J'ai de plus en plus de clients en fait, qui font en sorte que leur site internet puisse permettre de réaliser des devis en ligne. Alors là, c'est encore autre chose. C'est un développement, bien évidemment, qu'on ne peut pas faire seul. Néanmoins, ne pas oublier qu'il y a des précautions à prendre, des précautions quand on fait un site internet parce qu'on est visible, c'est de la communication et votre métier de courtier étant réglementé, vous devez absolument veiller à ce que vous puissiez respecter les précautions à prendre. Justement, en parlant de précautions, je vais vous inviter encore une fois à vous connecter sur Klaxoon. Alors, je relance une nouvelle fois l'activité, ce qui veut dire que certains pourront commencer à y répondre. Quelles sont les précautions, selon vous, à prendre concernant le site internet, c'est-à-dire concernant le contenu du site internet? Quelles précautions je dois prendre pour cela? En attendant, pendant que vous remplissez, je redonne le QR code pour Nicolas et Franck principalement qui me l'ont demandé, et puis éventuellement d'autres personnes. Comme je vous le disais, QR code ou alors le petit code d'accès. Et pour ceux qui n'arriveraient pas à se connecter, n'hésitez pas soit à interagir dans l'onglet Converser ou dans le QR. Hop, hop, je me reconnecte tout de suite pour que vous puissiez voir les réponses qui vont s'afficher en direct. Alors, il y a en effet un certain nombre de réponses déjà concernant la réglementation. L'orthographe, oui, même si apparemment l'orthographe est quelque chose qui devient désuet. Tu viens de voir l'orthographe qui apparaît, qui disparaît. Moi-même, hein, quand on parle d'image et quand je vois des mails ou des sites internet avec des fautes d'orthographe, je suis quand même assez surprise, effarée. Et pour une grammaire nazie comme moi, ça me fait parfois de l'urticaire. Et c'est vrai que ça ne donne pas forcément confiance, même si j'ai totalement conscience que l'orthographe ne reflète pas forcément l'intelligence ou la compétence des personnes. Le numéro ORIAS est ce que vous devez systématiquement communiquer, ainsi que son petit, moi j'appelle ça Tintin et Milou, vous avez le numéro ORIAS ainsi que l'adresse www.orias.fr à mettre surtout votre site internet bien évidemment, vos pages de réseaux sociaux aussi, mais pas que, sur vos cartes de visite, tout ce que vous pourriez, tout ce qui contient finalement votre logo, votre image. Le numéro ORIAS permet de vérifier votre capacité professionnelle et à partir de là doit être communiqué à toute personne qui pourrait voir votre image à ce niveau-là. L'idée, c'est de pouvoir aussi, évidemment, avoir un contenu qui est, en plus d'être légal, un contenu qui va être réel, c'est-à-dire que ne pas mettre de publicité mensongère, faire attention à ce moment-là aussi à, comment dirais-je, à la façon dont vous communiquez. Vous savez, là-dessus, c'est plus des règles de grammaire, hein, mais quand vous dites que un contrat peut garantir tel ou tel événement ou tel risque, ce n'est pas pareil qu'un contrat garantit tel risque. Par exemple, sur un contrat multirisque habitation, le contrat garantit systématiquement la garantie responsabilité civile. Et il peut garantir aussi les dommages électriques ou la perte du congélateur, enfin la perte du contenu du congélateur. Ce n'est pas forcément quelque chose d'inclus. Donc on fait aussi attention à ce genre de choses. Néanmoins, en termes de précaution, il y a bien évidemment tout ce qui va concerner le réglementaire, c'est-à-dire les mentions légales. Donc là, ce sont les mentions du document d'entrée en relation qui vont concerner toutes les mentions du code du commerce, c'est-à-dire votre numéro SIRET, le RCS, l'adresse du siège social, mais aussi les mentions de la CPR, donc le numéro ORIAS, le fait que vous êtes courtier en assurance, que vous exercez selon telle ou telle modalité de courtage. Normalement, il serait bien aussi dans le document d'entrée en relation d'indiquer la nature de votre rémunération, c'est-à-dire tous les éléments qui vont être réglementaires et exigés par la CPR. Ne pas oublier aussi l'adresse de votre service de réclamation ainsi que le nom et les coordonnées de votre service de médiateur. Ne pas oublier aussi, et ça systématiquement quand vous faites appel à un professionnel, on vous donne ces éléments-là en ce qui concerne les mentions légales liées à la protection des données personnelles et notamment à l'usage des cookies. Tous ces éléments-là concernant le RGPD sont donnés par votre éditeur de site internet où vous pouvez les trouver facilement. Cela étant, je tiens à préciser que
l'éditeur de site internet n'est pas forcément spécialiste des professions intermédiaires, ce qui veut dire qu'en fait, tout ce qui va concerner mentions légales liées aux documents d'entrée en relation ne seront pas inclus et ne seront pas communiqués en fait par votre éditeur de site internet. Donc ça, c'est quelque chose d'important parce que la plupart du temps, quand je donne une formation et que je vais voir les mentions légales sur les sites internet, elles ne sont pas du tout ou parfois pas adaptées ou parfois pas à jour. Et ça, c'est quelque chose que vous reprocherez à la CPR en cas de contrôle. Pour avoir vu des contrôles à CPR, on ne vous sanctionnera pas pour ça. Néanmoins, on pourra vous le reprocher. Et vu que c'est une obligation qui existe depuis 2007, vous pourriez peut-être difficilement dire que vous n'étiez pas au courant. Autre outil, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, comme je vous le disais, ont une démarche différente. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous créez des réseaux sociaux, le but, ça ne va pas forcément être de présenter tout à fait votre activité, puisque vous savez très bien que sur un mur, il faut vraiment pouvoir découler le mur pour pouvoir accéder à l'intégralité des informations. Donc, en ce qui concerne l'expérience utilisateur, bien évidemment, c'est beaucoup moins facile de pouvoir retrouver les choses. Par contre, on peut avoir plus de notoriété parce qu'avec les hashtags, maintenant, on peut se retrouver en fait dans un espèce de flux de tags, notamment en ce qui concerne l'assurance ou telle problématique. Et puis le but aussi, ça va être de pouvoir communiquer en fait avec notre cible. Notre cible, elle peut être duelle, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des clients professionnels et des clients consommateurs, c'est-à-dire le particulier parce que je vais distribuer des contrats auto, habitation, santé, pourquoi pas. Et à partir de là, je vais pouvoir utiliser des outils qui vont être un petit peu différents. LinkedIn, par exemple, est un outil, un réseau social qui compte environ 20 millions de membres en France, des membres qui sont plutôt actifs, 2 millions de membres actifs par jour. Moi, j'y vais tous les jours, plusieurs fois par jour, parce que ma cible est plutôt du professionnel. Le consommateur m'intéresse peu, entre guillemets. On est sur une tranche plutôt jeune, c'est-à-dire d'actifs qui ont entre 30 et 49 ans, et qui vont être plutôt des entrepreneurs et des salariés d'entreprise. Donc, on me demande souvent en tant que courtier, est-ce que c'est intéressant d'être présent sur LinkedIn? J'aurais tendance à dire oui, à partir du moment où ma cible reste du business. Je pense que les personnes qui vont sur LinkedIn ne vont pas forcément vouloir ou rechercher des contrats auto-habitation. On est plutôt sur, à ce moment-là, sur un outil qui est plutôt Facebook, qui compte beaucoup plus de personnes, peut-être parce que c'est plus ancien, c'est un des premiers réseaux sociaux qui est apparu. 35 millions de membres Facebook, donc un peu plus de la moitié de la population française, avec 28 millions d'actifs par jour. Donc autant dire que le flux, et pour ceux qui ont beaucoup d'amis ou beaucoup d'abonnés sur leur page Facebook, vous voyez qu'en fait, vous pouvez très rapidement être perdu dans ce flux-là. On est aussi sur une population assez large, entre 20 et 50 ans. Entre 20 et 50 ans, en sachant que la majorité ont plus que mon âge. J'ai 37 ans, moi j'ai été élevée avec Facebook. Je crois que les plus jeunes aujourd'hui sont plutôt sur TikTok, Snapchat ou des choses que mon fils connaîtrait, mais pas moi. J'ai vu que même Emmanuel Macron était sur TikTok, cela étant. C'est comme ça. La nouvelle génération est un petit peu différente par rapport à ça. On me pose une question, est-ce que les mentions légales doivent être rédigées par un juriste ou est-ce qu'on peut les faire nous-mêmes? Alors là-dessus, c'est assez intéressant, d'autant plus qu'en ce qui concerne les réseaux sociaux, il va aussi falloir mettre des mentions légales dans les infos légales. Ne pas oublier finalement ce que vous avez mis sur votre site internet, ça vaut aussi sur vos réseaux sociaux, parce que ces mentions légales doivent être visibles avant la souscription de tout contrat. Alors vous pouvez bien évidemment remettre un document d'entrée en relation, normalement c'est ce que vous êtes censé faire, afficher ce document d'entrée en relation, mais le fait de les avoir sur les réseaux sociaux ou sur votre site internet est totalement cohérent avec cette obligation qui vous impose de transmettre des informations obligatoires à toute personne qui pourrait s'intéresser à votre activité. J'ai souvent tendance à dire, y compris la femme de ménage qui viendrait chez vous, doit avoir accès en fait à ces informations légales. Est-ce que vous devez le faire rédiger par un juriste? Question que l'on vient de me poser. Non. Non, pas obligatoirement. Évidemment, vous pouvez les faire rédiger par un juriste. Autant je vous dirais qu'un mandat de mandataire d'intermédiaire en assurance doit obligatoirement
à mon sens, compte tenu des risques et des tournures de phrases, du contenu, être rédigé par un juriste, voire même mieux par un avocat, autant je vous dirais que là-dessus, sur un document d'entrée en relation, on doit aussi y impacter des notions ou des tournures de phrases un petit peu commerciales. Vous n'êtes pas obligé de les faire rédiger par un juriste. Par contre, vous devez veiller à ce que la checklist de toutes les informations qui doivent être notées soit bien notée et soit bien mise à jour régulièrement. Et ça, c'est quelque chose que le courtier en assurance peut totalement faire à partir du moment où il a accès à ces informations-là. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Sur les réseaux sociaux, il y a des grands principes. Alors, ce sont des grands principes qui n'ont pas forcément de stigmate, on va dire, assurantiel. Néanmoins, on l'a dit tout à l'heure, l'image est importante et les réseaux sociaux incluent cette image-là. Donc, on fait quand même bien attention, en fait, à soigner sa page personnelle, alors une photo professionnelle, etc. On élargit aussi son réseau. Pour élargir son réseau, on va directement vers sa famille, ses amis, ses collègues, ses partenaires, et puis aussi potentiellement les personnes que l'on rencontre. Parce que quelque part, ça permet de maintenir un lien. C'est tout bête, mais moi un jour j'ai rencontré quelqu'un dans un avion, on s'est tout de suite ajouté sur LinkedIn, c'était un professionnel, parce que potentiellement, même si aujourd'hui je vous avoue que j'ai oublié son nom, je m'excuse, ça permet de pouvoir garder un lien très éloigné, mais potentiellement ça peut permettre de pouvoir se recontacter si besoin plus tard. Utilisez aussi le moteur de recherche et puis ciblez votre réseau, c'est-à-dire que si par exemple, moi en tant que Peritus Formation, je ne travaille qu'avec des assureurs, enfin avec des intermédiaires en assurance ou des assureurs ou des IOBSP, je vous avoue que je n'ai pas forcément d'intérêt d'avoir monsieur plombier, sauf si un jour j'ai un problème à ce niveau-là. Donc on fait attention en fait, et notamment ça nous permettra de pouvoir personnaliser notre invitation. On fait attention en fait à cibler notre client, notre réseau. Ça nous paraît plus évident. On peut créer des pages entreprises. Tout à l'heure, on l'a vu, finalement, vous étiez presque 55% à avoir une page Facebook personnelle. Par contre, un peu moins à avoir une page Facebook entreprise. C'est un petit peu dommage. Et pour répondre à la question d'Amel, vous avez la possibilité et vous devez, sur Facebook, quand vous créez justement votre page entreprise, sur Facebook, vous devez faire attention à mettre les informations correctes dans les infos légales. Alors ça, c'est une question qu'on me pose souvent, donc je vais aller sur mon propre Facebook, il n'y a pas grand-chose à voir. Normalement, vous devez voir l'écran qui a dû changer et je vais vous montrer où mettre les infos légales. Donc là, sur Facebook, Peritus Formation. Et vous avez la possibilité ici, je ne sais pas si vous voyez mon écran, est-ce que quelqu'un peut me le confirmer? Oui, d'accord. Vous avez la possibilité ici de modifier les informations. Alors, bien évidemment, je n'ai pas les mêmes informations que vous. Quand vous cliquez sur modifier les informations, hop, plus, vous avez la possibilité donc de mettre des mentions légales. Ces mentions légales, en ce qui concerne l'assurance, systématiquement votre numéro ORIAS, vous pouvez prendre en note si vous le souhaitez, numéro ORIAS, www.orias.fr. De même que société de courtage en assurance doit apparaître, société de courtage en assurance. Le fait aussi que vous exercez selon les modalités de l'article L521-2B du Code des assurances, c'est-à-dire le fait que vous êtes un courtier qui a accès à un nombre limité de contrats. La liste des fournisseurs n'est pas utile ici. Les coordonnées de votre service de réclamation, c'est toujours mieux. Éventuellement, l'adresse de votre médiateur, puisque je vous rappelle que le fait de pouvoir distribuer des contrats d'assurance envers des particuliers vous impose d'avoir un médiateur. Si vous faites partie d'un syndicat d'ores et déjà, vous avez accès normalement à ce service de médiation. Le cas échéant, vous devez prendre un médiateur indépendant qui peut être autre que le médiateur de l'assurance, bien évidemment. Il en existe d'autres. La nature de votre rémunération aussi est indispensable. Et parce que c'est mieux, à ce moment-là, ce n'est pas légal et réglementaire, mais c'est plutôt du bon sens. N'oubliez pas de mettre vos coordonnées aussi, coordonnées téléphoniques, coordonnées mail.
dans votre site internet, enfin dans ces pages-là, vous allez pouvoir publier tout un tas de contenus. Ce contenu peut être du contenu métier, même vos contenus d'actualité, pourquoi pas la photo d'un verre au restaurant si vous le souhaitez. Pourquoi? Parce que le but, ça va être de créer, de se rendre accessible. Donc quelque part, n'hésitez pas à mettre des petits éléments de votre vie privée, entre guillemets, votre vie publique, si vous le souhaitez, si vous créez, si vous voulez, tout dépend en fait de l'image que vous voulez créer et le lien que vous voulez créer avec vos clients. On sait que le concept vidéo permet de valoriser et surtout est plus accessible aux personnes. Par exemple, les personnes qui vont, comment dire, regarder davantage les choses vont plutôt tendance à regarder les vidéos. Ce sont des chiffres en fait qui vont. Voilà, donc je dirais que les vidéos, si vous avez la possibilité d'en créer, c'est plutôt pas mal. Ça permet de donner des informations de manière ludique assez facilement. On fait attention aussi au moment de publication, c'est-à-dire, je vais en parler tout à l'heure plus en détail, mais publier à 23 heures, c'est peut-être pas l'idéal. Il y a des jours et il y a des moments qui ont été étudiés pour ça. Et puis, quelque part, si vous publiez, le but, ça va être de communiquer. Donc, partagez du contenu, mais repartagez aussi le contenu des autres, parce qu'à partir du moment où vous allez repartager ou commenter le contenu des autres, ça va vous donner aussi une visibilité, et puis ça va inciter potentiellement les partenaires, votre réseau, à faire la même chose, c'est-à-dire ça va être du donnant-donnant. Le réseau social, il n'est pas uniquement dans un sens, il est aussi dans l'autre sens, et vous devez vous entraider un maximum. Et puis, remercier. Invitez votre public à interagir avec vous, ça peut être sous forme de questions, ça peut être sous forme de plein de choses qui permet justement de pouvoir avoir et voir son nombre d'abonnés augmenter progressivement. Alors, ce sont des concepts marketing qui ont été étudiés. Moi, par exemple, j'ai une page Facebook, j'ai une page LinkedIn. Je vous avoue ne pas faire tout ça parce que j'ai totalement conscience du fait. Et ça, je pense que c'est ce que vous êtes en train de vous dire, qu'en tant qu'opérationnel, on manque un peu de temps et qu'on n'a pas toujours les moyens d'avoir un assistant aux communications, un chargé de communication, etc. Je vais en accueillir une bientôt dans l'entreprise, mais c'est vrai que j'ai bien conscience que tout le monde n'a pas cette possibilité-là. L'idée néanmoins, c'est qu'en ayant conscience de ces grands principes, ça permet quand même de pouvoir avoir les grandes règles. Surtout, je vous conseille après d'aller voir vos sites internet, comme je vous le disais tout à l'heure, quand j'ai une demande systématiquement, avant de prendre contact avec un prospect, moi je vais systématiquement voir les sites internet. Et je vois encore, alors je le dis souvent aux prospects que je rencontre, je vois encore des mentions légales qui sont pas mises ou pas à jour, et tout ceci sera potentiellement vérifié par la CPR en cas de contrôle. Et je pense que c'est très important de pouvoir avoir conscience de tout ceci pour être en réglementation. Alors, je repose une autre question qui finalement, vous l'avez compris, je pense, va faire apparaître les réponses que je vous ai déjà données. Quelles sont les précautions à prendre sur mon page LinkedIn et Facebook? Est-ce que vous pouvez me répondre, s'il vous plaît? Je vous laisse répondre. Alors, je vois aucune information pour l'instant, mais parfois il y a un petit décalage. Donc, il est possible que ce petit décalage soit en train de se lancer. Je vais réactualiser ma page. Hop là. Flavie, publier des contenus pertinents, oui. Alors, attendez, je ne sais pas pourquoi je me suis perdue, excusez-moi. J'ai oublié de vous dire, bien évidemment, que le support, vous allez être transmis lors de l'attestation, enfin, en même temps que l'attestation. Hop, en cours. Encore l'orthographe. Séparer la vie privée, oui. Quand je disais vie privée, évidemment, c'était sur un sens très restrictif. Je pense que, voilà. Aucun storm, si pourtant. Alors, en fait, tout dépend de l'image que vous voulez donner. Je pense que l'avantage de l'image sur Internet, c'est que vous pouvez la contrôler. Et c'est à vous de la contrôler, justement. C'est ça qui est important.
Ce qui est étonnant, c'est que vous n'ayez pas notifié tout ce qui va être mention légale et réglementaire. Sur LinkedIn, c'est la même chose. Je ne voulais pas nous montrer, mais ne pas oublier en fait de marquer toutes ces informations-là, qui sont les informations du document d'entrée en relation. Pas besoin de noter les informations concernant la protection des données personnelles sur Facebook ou sur LinkedIn, parce que ça ne vous appartient pas. Il y a déjà une politique qui est lancée par ces deux réseaux sociaux. Vous, ça ne vous appartient pas. Par contre, en ce qui concerne tout le reste, vous devez absolument le noter. Alors, hop là, je vais fermer cette petite activité. Excusez-moi, c'est un peu de mal en termes de fluidité. Et puis, ne pas oublier aussi qu'il va falloir publier à certains moments. Comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, tout ceci, c'est marketing, c'est-à-dire que l'idée, c'est qu'il y a eu des études qui ont été créées et qui ont remarqué un certain nombre d'habitudes plutôt générales. Ces habitudes plutôt générales, et je pense que ça correspond totalement déjà à la cible des personnes qui vont sur LinkedIn ou sur Facebook, c'est que finalement LinkedIn est consulté par des personnes, des travailleurs qui vont avant ou après les horaires de travail sur LinkedIn. Donc à partir du moment où vous voulez avoir le maximum de visibilité, on conseille plutôt de venir publier certains jours, c'est-à-dire mardi, mercredi, jeudi, plutôt que le lundi et le vendredi. Pourquoi? Parce que le lundi, on commence la semaine, on n'a pas forcément ce temps-là à consacrer à LinkedIn. Et puis le vendredi, on a envie de finir vite ses affaires et de rentrer chez nous. Donc c'est vrai que le mardi, mercredi et jeudi, a priori, ce sont les jours les plus optimums pour pouvoir publier sur LinkedIn. Sur Facebook, on est en dehors des heures de travail. Alors, pourquoi le lundi et le vendredi en plus du samedi-dimanche? Parce que aujourd'hui, avec les 35 heures, on a aussi des RTT et souvent, on a tendance à les mettre collés en fait au week-end. En dehors des heures de travail, parce que c'est aussi quelque chose qui va être publié, enfin consulté pendant les transports. Donc, on a tendance à dire d'ailleurs de faire attention sur les réseaux sociaux à ne pas forcément publier des choses beaucoup trop longues, des articles qui pourraient susciter aussi trop de temps à lire. Voilà, il faut faire attention à tous ces petits éléments-là. Je ne sais pas si vous avez des questions. N'hésitez pas à les poser au fur et à mesure, si besoin, comme je le disais tout à l'heure. Autre chose qui va concerner les avis clients. C'est une question que je ne vous ai pas forcément posée, mais que je vais vous poser en direct, pas sur Klaxoon. Est-ce qu'avant de faire un achat ou avant de faire confiance à un professionnel, vous avez tendance à consulter les avis clients? Je vous invite à y répondre sur le petit onglet chat. Oui, oui, oui. J'ai que du oui jusqu'ici. Souvent, exactement. C'est-à-dire que souvent, quand on ne connaît pas un professionnel, on est rassuré par ses avis clients. Alors, bien évidemment, les avis clients engagent que ceux qui les donnent, en fait. Didier, pour répondre à votre question, les images, pour le coup, ont été vérifiées. Je les achète même. Donc, les avis clients engagent ceux qui les donnent, mais vont aussi participer à la valorisation ou à la dévalorisation de l'image. Dans tous les cas, ces avis clients, ce sont des appréciations qui peuvent être sous forme de notes, sous forme d'étoiles, avec des commentaires. Elles vont être portées soit sur un produit, soit sur un service, éventuellement aussi une entreprise. À ce moment-là, on n'est plus forcément sur l'avis lié à une prestation. Ça peut être aussi lié à plusieurs prestations, lié à un contrat. Et ces avis ont tendance à rassurer le consommateur. Ça va permettre aussi, notamment quand on utilise Trustpilot, Avis Vérifié, ImmoAdvisor pour les IOBSP ou Ecomi ou encore Google, à renforcer mon positionnement et ma e-réputation. Pourquoi? Parce que ces avis, une fois qu'ils sont cumulés, servent au référencement Google. Donc, à partir de là, c'est quelque chose de plutôt positif. Je sais par exemple que Netvox recueille les avis clients via Ecomi. Ecomi, comme avis vérifié, comme Trustpilot, ça permet en fait d'avoir des avis qui sont entre guillemets vérifiés. C'est-à-dire que les personnes qui donnent ces avis sont forcément en fait des personnes qui ont entre guillemets fait appel
au service du professionnel. Alors Didier rajoute que c'était pas que oui, sur Facebook ou sur LinkedIn, il était important de citer les sites, les sources, et faire attention aussi, c'est vrai, à l'utilisation des images. Alors les images, j'en ai pas parlé. Néanmoins, en fait, vous avez plusieurs solutions pour pouvoir obtenir des images. Souvent, images, infographie, pareil. Souvent, je vois plein d'images en fait sur différentes choses qui ne sont pas libres de droit ou dont les sources ne sont pas citées ou encore qui n'ont pas, ce fameux copyright. Alors, le copyright, on n'est pas obligé de l'indiquer sur l'image. Par contre, toutes les images sur Internet, si vous tapez par exemple cheval sur Internet, dans images, vous allez avoir plein d'images. Cela étant, elles ne sont pas toutes libres de droit et elles appartiennent entre guillemets à celui qui les a publiées ou du moins aux personnes en fait qui les ont prises initialement. C'est du droit d'auteur et si vous n'utilisez pas ce système-là, soit par le biais de Fotolia ou Shutterstock qui ont des images payantes ou alors en tapant images libres de droit sur Google, vous n'avez pas la possibilité normalement de pouvoir les utiliser parce que ça vous est interdit. Alors, j'aurais tendance à dire que les risques sont réels en termes de gravité. En termes de fréquence, il vous faut un contrôle par rapport à ça. Mais bon, je pense que si personne participe à ce genre de choses, mais on nuit au droit d'auteur et c'est peut-être pas génial pour ceux qui l'ont fait. Alors, je vais vous reposer une autre petite question justement par rapport à ces avis qui vont donc qui vont associer un certain nombre de notes. À quelle note en étoile faites-vous le plus confiance? Je vous invite à vous connecter sur Klaxon. 4. 3, 4. Donc, on est plutôt sur le milieu. 4. À partir de 3. Je pense qu'on réagit tous à peu près de la même façon. On va avoir tendance quand même à regarder. Hop, je n'ai pas cliqué sur la bonne chose, excusez-moi. Ah, vous regardez les meilleures notes, vous. D'accord. Bon, pourtant, ce n'est pas forcément quelque chose qui est a priori relatif en fait à l'étude que je vais vous montrer. Moi, d'un point de vue personnel, hein, la première chose que je vais faire quand je vais voir un restaurant, je vais systématiquement voir les plus mauvaises étoiles. Enfin, je regarde la note globale, bien évidemment. Pour un resto, par exemple, je n'irai pas en dessous de 4. Hein. Mais c'est vrai que j'ai toujours tendance à aller voir les plus mauvaises étoiles. Alors, je pense que là-dessus, on va toujours avoir des personnes de très mauvaise foi qui vont mettre une étoile. On ne sait pas trop pourquoi. Parfois, on sait aussi que les avis vont pas forcément, comment dire, être toujours très objectifs. On peut avoir des avis donnés par des concurrents, d'où l'intérêt parfois de passer par des sites, des plateformes telles que Avis Vérifié que je vous ai cité tout à l'heure. Maintenant, Avis Vérifié, ça a un certain coût. Peritus, par exemple, à Avis Vérifié, ça coûte une centaine d'euros par mois, donc c'est vrai que ça a un certain coût. On regarde aussi le nombre de commentaires. Si vous avez 500 commentaires avec un nombre d'étoiles, ben voilà, ça permet de rassurer davantage que si vous en avez 4. Hein. Et c'est vrai que ce nombre de commentaires, comme le dit Didier, est plutôt pertinent. Toujours est-il que Trustpilot, qui est donc un des partenaires hein, qui proposent des avis vérifiés, a sorti une étude qui date d'il y a 2 ans, je ne l'ai pas noté là, et qui dit qu'en fait, la majorité des personnes font confiance aux 5 étoiles. C'est-à-dire que quand vous donnez 5 étoiles, ça a un vrai impact en fait sur les personnes. Et de toute façon, ça, outre l'impact, on va dire, en termes d'image, je pense que de toute façon, c'est aussi toujours valorisant pour une personne, pour une entreprise, parce que derrière une entreprise, il y a des hommes, d'avoir un maximum d'étoiles. On a tous, je crois, encore à l'affût des bonnes notes. Moi, je sais que quand j'ai même 4 étoiles, ce qui est déjà une très bonne note, je suis toujours parfois un peu déçue en me disant tiens,
j'aurais peut-être pu faire mieux, ou pourquoi la personne n'a finalement pas été jusqu'au maximum, même si finalement de ce maximum-là, on n'est jamais entièrement satisfait. Ça peut se comprendre, mais c'est vrai qu'il peut avoir un petit côté vexatoire. Les personnes regardent aussi, pour 30%, beaucoup une seule étoile, ce qui veut dire que là-dessus, il est important de pouvoir faire en sorte, bien évidemment, de valoriser au maximum, enfin, de valoriser sa prestation, d'être au maximum le plus professionnel possible, parce que quand on est professionnel, on peut imaginer à partir de là qu'on aura un minimum d'une étoile, voire même pas du tout, et que la plupart des gens, quand moi je vais sur Google voir un certain nombre de notes chez mes courtiers, je me rends compte que la plupart ont entre 4 et 5 d'étoiles, ce qui montre bien qu'en fait, il y a vraiment une satisfaction des clients, une satisfaction qui rassure, comme je le disais, les clients potentiels, mais même les partenaires. Moi, ça me rassure d'avoir un courtier qui a plutôt 4-5 étoiles, parce que s'il se conduit très bien avec ses clients, ben, en tant que client, c'est souvent des très très bons clients. La majorité des consommateurs regardent ces avis, ils font confiance aux appréciations, même s'il y a toujours eu des petits couacs. Hein. On sait notamment sur TripAdvisor qu'un certain nombre d'hôtels ou de restaurants ont pu être condamnés pour des faux avis. Toujours est-il qu'en majorité, on peut considérer que ces avis sont plutôt bons. Il faut faire en sorte d'améliorer sa e-réputation. Quand on parle de valoriser son image sur Internet, on a vu un certain nombre d'outils, on a vu le site Internet, on a vu les réseaux sociaux, mais le but, c'est de valoriser son image, c'est-à-dire sa réputation. Et par rapport aux avis consommateurs, c'est la même chose. C'est-à-dire que les avis consommateurs, quand ils sont très bons, ben c'est super. On peut répondre à une personne, tiens, merci beaucoup pour votre retour, ça fait plaisir, etc. Je pense que c'est important de communiquer. Et encore plus quand ils sont mauvais. Quand ils sont mauvais, la même chose, on va faire en sorte aussi de répondre à la personne, d'apporter une réponse, parce qu'à partir du moment où vous prenez le temps de répondre aux avis, y compris négatifs, vous montrez quand même une attention à cette personne-là. Et puis, en montrant cette attention, ça permet aux personnes d'apporter une réponse et donc, du coup, éventuellement d'apporter des solutions et pour améliorer cette satisfaction client. Donc, si vous avez plutôt un avis négatif, prenez le temps de répondre de manière la plus courtoise possible, en vous remettant en question, bien évidemment. Et ça permet, comme je vous le disais, d'améliorer votre réputation. Encouragez vos clients à laisser un avis. Pourquoi ? Si vous n'encouragez pas les clients à laisser un avis, on passe tous à autre chose. On ne le fait pas. Moi, la première, j'ai Google, j'ai avis vérifié. D'ailleurs, avis vérifié, on n'encourage pas assez nos clients à le faire parce que ça prend du temps et on devrait le faire pourtant. Encourager vos clients, ça permet aussi aux clients d'être entendus et donc reconnus. Dans la pyramide de Maslow, c'est au-delà des besoins primaires et donc c'est valorisant pour le client, ça permet d'accroître sa fidélité. Vous pouvez utiliser des mails automatisés, tout ce qui est avis vérifié le permet. Le cas échéant, vous pouvez créer vos propres mails. Vous n'êtes pas obligé de payer avis vérifié ou des plateformes comme Ecomi. Vous pouvez tout simplement, depuis votre page Google, directement inviter les personnes en fait à laisser un avis. Ou depuis votre page Facebook, c'est pareil, à laisser un avis. Et je pense que ces avis-là témoignent quand même d'une certaine reconnaissance à la fois pour le courtier et à la fois pour le client. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions supplémentaires ou pas. On a été moins que prévu ce matin, ce midi. Bon, je vous rappelle, en fait, j'en arrive au terme de la formation. Je vais vous inviter aussi à laisser un petit avis, c'est-à-dire est-ce que vous êtes satisfait de ce webinaire? Je relance Klaxoon. Hein. Sinon, ce serait quand même peut-être pas très logique que je vous encourage à laisser un avis et pas à le faire moi-même. Je vous rappelle en fait que vous allez recevoir votre attestation de formation DDA donc d'1 heure. Vous allez donc recevoir cette attestation de formation à partir de demain. Je ne pense pas forcément aujourd'hui, le temps qu'on puisse récupérer le nombre de personnes. Merci Sabrina. Je vous rappelle aussi que cette attestation de formation, vous devez absolument la conserver. La conserver pourquoi? Alors là, je suis plus dans valoriser votre image sur Internet, mais je suis plutôt dans vos obligations légales et réglementaires. La conserver en cas de contrôle ACPR.
La conserver aussi, et ça c'est très important, parce que à partir d'avril 2022, on est en 2021, vous allez être soumis à une réforme qui s'appelle l'autorégulation du courtage. L'autorégulation du courtage, en 2 mots, va vous obliger à vous adhérer à un syndicat. Ce syndicat va venir vérifier votre conformité. Alors, vérifier votre conformité, on ne sait pas vraiment comment, on ne sait pas vraiment quand, on n'a pas les décrets, je ne pourrais pas y répondre, je n'ai pas cette information-là. Néanmoins, on sait que les formations continues sont obligatoires et à partir de là, il est indispensable que vous conserviez, on ne sait pas aussi sur quelle durée, est-ce que ça va être sur 1 an, est-ce que ça va être sur 3 ans? On pourrait très bien imaginer qu'un syndicat puisse vous demander 3 ans d'attestation de formation à partir de 2022 puisque cette obligation de formation est de rentrer en 2019. Gardez vos attestations, de même que je sais que certains fournisseurs, qu'ils soient courtiers grossistes ou sociétés d'assurance, demandent en fait déjà ces attestations de formation. Nous, on n'a pas la possibilité de pouvoir les renvoyer aussi simplement. Donc, vraiment, gardez l'attestation qu'on vous enverra. J'ai une question de Franck. Est-ce que les messages que nous mettons sur le statut de WhatsApp est autorisé? Oui, bien sûr. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Vous pouvez mettre les messages sur WhatsApp. Sur WhatsApp, moi qui ne l'utilise que pour ma vie privée, je ne sais pas si vous avez la possibilité sur WhatsApp Business de pouvoir mettre votre numéro Orias. Si vous ne pouvez pas le mettre, petite solution comme ça, quand sur votre photo, sur un éditeur d'image, mettez votre numéro Orias en tout petit, ainsi que www.orias.fr, en plus de votre logo. Si ça passe, j'en ai pas la totale certitude. J'espère avoir répondu à vos questions. J'en vois pas d'autres. Tiens, j'attends plus puisque tout le monde ne s'est pas connecté. Je vais donner la réponse. Très satisfait. Bon, c'est très gentil, merci beaucoup. Voilà, dans tous les cas, je vous souhaite un bon appétit pour ceux qui n'ont pas profité de ce petit temps de pause pour vous, pour aller manger. Moi, ça va être mon cas. Et comme je vous le disais, vous allez recevoir à la fois vos attestations et le support de cette formation par mail à vos adresses personnelles à partir de demain ou après-demain. Je ne peux pas m'engager sur un délai. Je vous remercie dans tous les cas. Je vous remercie pour votre attention. Et puis, je vais vous quitter sur ce en vous souhaitant un bon appétit. Au revoir.